Bonjour, je vous propose aujourd'hui de vous faire en vidéo donc la correction du sujet de brevet numéro 13 que vous aviez à faire la semaine dernière, c'est-à-dire ce sujet autour de la poésie qui était dans le livre scolaire. C'était, rappelez-vous, un poème de Jean Amrouche, qui est un écrivain, comme vous l'expliquais, d'origine kabyle, et qui a pris parti pour l'indépendance de l'Algérie. Je vous rappelle, comme je vous le disais souvent en classe, puisqu'on va parler au passé, pensez à lire le paratexte, parce que là, quand on vous explique qu'il a pris parti pour l'indépendance de l'Algérie, il faut quand même bien comprendre que ça va conditionner la suite de votre analyse. Donc je vous lis ce poème pour faire comme si on était en classe, et puis après on répond aux questions. On avait prononcé les plus hautes paroles de fraternité. On avait fait les plus saintes promesses. Algériens, disait-on, à défaut d'une patrie naturelle perdue, voici la patrie la plus belle, la France, chevelue de forêts profondes, hérissée de cheminées d'usines, lourde de gloire, de travaux et de villes, de sanctuaires. Mais on leur a pris la patrie de leur père. On ne les a pas reçus à la table de la France. Longue fut l'épreuve du mensonge et de la promesse non tenue, d'une espérance inassouvie, longue, amère, trempée dans les sueurs de l'attente déçue, dans l'enfer de la parole trahie. Alors vint une grande saison de l'histoire, portant dans ses flancs une cargaison d'enfants indomptés, qui parlèrent un nouveau langage et le tonnerre d'une fureur sacrée. On ne nous trahira plus, on ne nous mentira plus, on ne nous fera pas prendre des vessies peintes de bleu, blanc et de rouge pour les lanternes de la liberté. Nous voulons habiter notre nom, vivre ou mourir sur notre terre-mère. Nous voulons la patrie de nos pères, la langue de nos pères. Nous ne voulons plus errer en exil, dans le présent sans mémoire et sans avenir. Ici et maintenant, nous voulons, libres à jamais sous le soleil dans le vent, la pluie ou la neige, notre patrie, l'Algérie. Donc, comme vous l'avez constaté, on a affaire ici à un poème engagé, donc qui rentre complètement dans notre thématique de séquence qui était, rappelez-vous, écrire pour résister. Vous avez sans doute été sensible à la versification de ce poème, c'est-à-dire notre organisation en strophes, avec néanmoins pas ou peu de rimes, des vers de longueur inégale. Vous avez sans doute remarqué aussi qu'on entendait une progression dans ce poème, progression sur laquelle on va insister pendant les questions, vous allez vous en rendre compte, et également un texte qui a d'une certaine manière une valeur argumentative si on remarque les connecteurs logiques qui apparaissent, le mais ici, qui va introduire l'opposition, mais on leur a pris la patrie de leur père, le alors, qui va introduire une nouvelle temporalité, et puis enfin, une fin de poème, justement, qui est beaucoup moins détaillée, qui est beaucoup plus brutale, avec deux vers, ces trois derniers vers, et ce dernier mot, l'Algérie, marqué d'un point, sur lequel on attirera aussi votre attention. Je vous propose donc de regarder maintenant les questions. Alors, la première question était donc vous aviez trois propositions. Donc, Jean Amrouche réclame l'indépendance de l'Algérie, Jean Amrouche célèbre l'indépendance de l'Algérie ou Jean Amrouche critique l'indépendance de l'Algérie. Donc, si vous aviez le texte si vous aviez le paratexte en tête, l'indépendance de l'Algérie, vous saviez déjà que là, on ne le saurait pas. Et qu'effectivement, la bonne réponse, comme vous le voyez, c'était Jean Amrouche réclame l'indépendance de l'Algérie. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'erreur. Si, j'ai quelques personnes qui ont mis célèbre. Mais effectivement, donc la bonne réponse était réclame l'indépendance de l'Algérie. Alors, dans la question 2 s'organisait en deux parties. Première partie, quels sont les différents temps verbaux employés dans le poème? Et deuxième partie de la question, en regroupant ces temps en passé, présent et avenir, repérez trois parties dans le poème et donnez à chacune un titre. Alors déjà, je vous rappelle ce que je vous ai quand même souvent dit, à savoir que si on vous dit passé, présent, avenir, il n'y a pas besoin d'être un immense cerveau pour vous douter qu'il va y avoir des temps du passé, du présent et vraisemblablement du futur. Après, je dis ça, je dis rien. Alors, en ce qui concerne les temps employés dans ce poème, on a donc du plus que parfait,
qu'on voit ici, avec le on avait prononcé, on avait fait les plus saintes promesses. N'oubliez pas, vous citez le temps, mais vous l'illustrez pour montrer que vous l'avez bien repéré. On avait donc du plus que parfait, on avait de l'imparfait, avec le disait-on par exemple. On avait du passé composé, on leur a pris, on ne les a pas reçus. On trouvait également du passé simple, vint une grande saison de l'histoire qui parlèrent. On trouvait aussi du futur simple, on ne nous trahira plus, on ne nous mentira plus. Et on trouvait enfin du présent, nous voulons habiter, nous voulons la patrie, nous voulons. Ce qui fait que, pour répondre à la deuxième partie de la question, on pouvait effectivement regrouper ces temps en 3 parties et estimer que du début jusqu'au vers 23, c'est-à-dire jusqu'à Fureur sacrée, on était dans les temps du passé. Alors divers titres étaient possibles, hein. Ici on vous suggère les mensonges du passé. Certains d'entre vous ont proposé d'autres titres qui convenaient également. Ensuite, des vers 24 au vers 28, c'est-à-dire ces vers-là, on avait des verbes conjugués au futur. Et donc là, c'est un futur de l'Algérie qui est envisagé. Donc on pouvait appeler ça l'espoir, les projections, l'avenir. Tout pouvait passer. Et enfin, à partir du vers 24, du vers 29, pardon, jusqu'à la fin du texte, les verbes sont au présent. Au présent, pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que l'auteur, là, rappelez-vous, poème publié en 1958. Revoyez vos cours d'histoire, voyez quelles étaient les dates de la guerre d'Algérie. Vous voyez bien qu'ici, on en est au début, on en est au moment de tous les espoirs. Donc ici, ce sont les résolutions des combattants, à savoir, nous voulons la patrie de nos pères, nous ne voulons plus errer en exil, nous voulons libre à jamais sous le soleil. Donc effectivement, on parlait de résolution, certains ont pu évoquer la question de ce que veulent les Algériens actuellement, ça marchait aussi. La troisième question vous demandait, alors cette troisième question, elle a posé un certain nombre de soucis à un certain nombre d'entre vous. Donc il fallait regarder l'effet produit par les rejets et par les enjambements. Donc je vous rappelle que vous pouviez aller retrouver dans votre manuel un petit point qui vous rappelait ce qu'étaient les rejets et les enjambements. Donc le rejet, comme son nom l'indique, c'est quand on rejette au début du vers suivant un mot qui aurait sa place à la fin du vers. Une patrie naturelle perdue, on est d'accord que perdue allait avec patrie, néanmoins on a rejeté cet adjectif au début du vers suivant. Voici la patrie la plus belle, la France, chevelue de forêts profondes hérissées de cheminées. Et là, on a au contraire un enjambement, c'est-à-dire que le vers commence ici, mais va enjamber pour ensuite se poursuivre sur le vers suivant. Donc, la deuxième strophe, effectivement, elle comportait de nombreux rejets et enjambements. Et quel effet cela donnait? Ça donnait un effet qui était un effet un petit peu de désorientation. Alors, la correction vous dit cela donne au texte un aspect heurté qui fait ressentir l'incohérence de la colonisation. Et effectivement, regardez, d'abord le rejet, une patrie naturelle perdue. Qu'est-ce qui est mis en valeur? C'est ce participe passé, perdu, qui insiste sur le fait que ce sont les Algériens qui ont perdu leur pays. Voici la patrie la plus belle, la France, chevelue de forêts profondes hérissées de cheminées, d'usines, lourde de gloire, de travaux et de villes, de sanctuaires. Là, l'enjambement donne une espèce d'impression de dégringolade. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée que la France chevelue, c'est une référence à la Gaule chevelue, c'est-à-dire que c'est une référence à nos ancêtres les Gaulois, et cette référence-là, évidemment que pour le peuple algérien, elle n'avait pas elle n'était pas hyper judicieuse, mais les ancêtres gaulois des Algériens étaient assez limités. Donc l'idée, c'est effectivement de prendre ce qu'on a dit aux Algériens du temps de la colonisation, et en montrant qu'en fait, c'était absolument pas logique. Et d'autre part, versification, rappelez-vous, la poésie, elle est faite pour être lue à voix haute. Essayez de lire cette strophe à voix haute et vous vous rendez bien compte que le rythme est heurté. Algérien, disait-on, à défaut d'une patrie naturelle perdue, voici la patrie la plus belle, la France, chevelue de... Vous voyez bien ici que, comme on vous le dit dans la correction,
on entend que tout ce discours ne coule pas de source. Et donc, à travers le langage, ce qui va être d'ailleurs le sujet de la réécriture, rappelez-vous, à travers le langage, on essaye de vous faire comprendre l'incohérence de la situation. Alors on avait ensuite une question qui était une question beaucoup plus éthique, qui portait sur l'étymologie, pardon. Expliquer la formation des adjectifs inassouvis et indomptés, et ensuite, à partir de cette question de construction, il fallait en déduire l'image de la colonisation. Donc, rappelez-vous, quand vous avez ce type de question, on attend les notions de préfixe, de suffixe, de radical. Donc, ici, ce qu'il fallait expliquer, c'est que inassouvi et indompté étaient deux adjectifs qu'on avait formés avec le préfixe in qui a une valeur privative. Quelle image la colonisation cela donne-t-il? Ça donne bien évidemment une image négative de la colonisation. Parce que si vous mettez un préfixe qui a une valeur privative, on est en train de vous laisser entendre que la colonisation, elle a enlevé des choses. C'est-à-dire qu'elle a donc enlevé plus qu'elle n'a donné. Donc c'était une expérience qui était une expérience frustrante pour ceux qui l'ont vécue. La question 5 vous demandait de vous attarder à la description de la France et de relever notamment les vers où il était question des symboles de la France. Pour le cas où vous auriez oublié vos cours de MC, on vous rappelait que c'était la devise et le drapeau. Et on vous demandait de les commenter. Donc, ici, évidemment, la France est décrite de façon péjorative, puisque rappelez-vous, on va le retrouver ici, ça y est. On ne nous fera pas prendre des vessies peintes de bleu, de blanc et de rouge pour les lanternes de la liberté. Donc, les vessies peintes, vous connaissez l'expression prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire l'idée de vouloir tromper quelqu'un. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a trompé les Algériens avec le drapeau bleu, blanc, rouge, donc avec le drapeau français. Cette citation, elle fait doublement référence au symbole de la République française puisqu'elle fait également référence à la devise liberté, égalité, fraternité. Or, ici, ce qu'on vous explique, c'est que on les a trompés à propos de cette notion de liberté et la notion d'égalité n'est même pas évoquée. Et on a la notion de fraternité. Dans le premier vers, on avait prononcé les plus hautes paroles de fraternité, on avait fait les plus saintes promesses. Sous-entendu, évidemment, rien de tout ça n'a été tenu. Donc, la France est décrite comme un pays qui a menti et comme un pays dont les valeurs ne sont qu'un leurre, ne sont qu'une tromperie, en tout cas pour ceux qui ont été colonisés. Une question de grammaire ensuite, la question 6, à quelle classe grammaticale appartiennent les mots on et nous? À qui renvoient-ils dans le poème et comment sont-ils répartis dans le poème et quel est l'effet produit? Donc dans l'ensemble, vous avez bien répondu à cette question qui était une question grammaticale assez basique mais qui est importante. Donc on et nous sont des pronoms personnels comme vous l'avez dit. Certains d'entre vous ont souligné que c'était des pronoms personnels sujets, alors attention parce que le on est sujet mais le nous n'est pas sujet ici. Ici, il a une fonction de complément d'objet. Dans le poème, le nous renvoie aux Algériens et le on, pronom indéfini, renvoie aux Français. C'est-à-dire qu'en fait, le poème commence à faire entendre ce qu'ont dit les Français, mais de manière comme une espèce de masse indéfinie. On avait prononcé, on avait fait, disait-on. Mais en revanche, le nous prend ensuite la parole. Et cette parole, elle est pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire le « on ne nous trahira plus, on ne nous mentira plus, nous voulons habiter notre nom ». Et vous pouvez noter d'ailleurs l'intéressant glissement du pronom complément d'objet, nous, qui devient ensuite un pronom sujet. C'est-à-dire qu'après avoir été objet, on devient sujet. C'est grammaticalement exprimé dans le poème. Alors, on vous demandait ensuite d'expliquer ce que vous entendiez par nous voulons habiter notre nom. Et dans l'ensemble, encore une fois, vous êtes plutôt tombé juste, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut supposer que les Algériens doivent vivre en Algérie, c'est-à-dire qu'en fait, le pays doit devenir indépendant
pour être leur pays et n'être pas la colonie d'un autre pays. Voilà ce qui était attendu ici. Alors la dernière question, en revanche, elle a été plus ou moins réussie. On vous demandait comment le dernier mot du poème était-il mis en valeur. Alors vous êtes gentil, mais enfin si vous dites qu'il est mis en valeur par le point final, excusez-moi, c'est quand même pas hyper convaincant. D'autre part, quand vous dites il est mis en valeur parce qu'il est le dernier, il va peut-être falloir un petit peu expliquer tout ça, quoi. Donc, évidemment, ce poème il est mis en valeur parce qu'il arrive à la fin du poème. On l'a pas attendu. Si vous notez, depuis le début, il n'a pas été question du mot Algérie. Donc, il arrive enfin, dirait-on. En plus, comme on vous le dit, c'est quand on vous disait donc au vers 36, nous voulons la patrie de nos pères. C'était bien évidemment le mot Algérie qui était sous-entendu ici, sauf qu'il n'était pas mentionné et qu'il était objet, grammaticalement. Ensuite, une autre manière de le mettre en valeur, c'est donc de reprendre la patrie de nos pères, redevient notre patrie, l'Algérie, c'est-à-dire qu'en fait, on a un jeu de rimes entre patrie et Algérie, et avec le son ri qui revient 2 fois. Et en plus, alors, on peut noter qu'il a été préparé un petit peu avec les effets d'écho du i, dans le ici, libre, pluie, patrie et Algérie. Donc on a la sonorité i qui va, d'une certaine manière, annoncer aussi ce mot Algérie. En ce qui concerne la phrase, c'était la question 9 qui résume bien le poème selon vous, et il fallait expliquer pourquoi. Vous avez dans l'ensemble trouvé effectivement la phrase, à savoir le « nous voulons la patrie de nos pères », qui était sans doute la phrase la plus forte. Comme je l'ai dit à certains d'entre vous dans leur correction, pour ceux qui n'ont pas choisi cette phrase-là, les phrases qu'ils ont choisies étaient généralement assez judicieusement choisies aussi. Cette phrase-là, comme on vous l'explique, elle est habile parce que patrie et père ont la même origine. En même temps, vous avez admiré mon magnifique fond d'écran. Puisqu'en fait, ces deux mots ont la même origine, c'est-à-dire le mot latin pater, et qui signifie la paternité. Donc il paraît donc évident que la patrie doit être le pays des pères, donc celui des ancêtres. Or, comme on vous le dit, les habitants de l'Algérie française les ancêtres des habitants de l'Algérie française étaient algériens, donc l'Algérie doit redevenir algérienne. Le jeu de mots crée un raisonnement logique. Enfin, à propos de l'image, donc c'est dommage que je ne puisse pas l'afficher ici, mais je vais vous afficher la correction tout de suite. On vous demandait quels étaient les points communs que vous voyez entre le poème et la poésie, et on vous demandait ensuite de dire selon vous quel était le document le plus lyrique. Donc, on peut noter... attendez, ce que je vais faire, je vais quand même essayer d'aller me chercher la photo. Voilà. Voilà. Donc en fait, on peut considérer que c'est la photographie qui est la plus lyrique, parce que la photographie, elle va provoquer immédiatement des émotions. Ici, on a un sentiment d'enthousiasme, on a un sentiment de fierté. On peut constater aussi que l'utilisation du noir et blanc donne l'impression que le drapeau est composé des mêmes couleurs que la peau et les cheveux et les vêtements des personnages, comme si le drapeau était la continuation. La lumière donne également un aspect poétique à cette image. En ce qui concerne leurs points communs, eh bien, toutes les deux évidemment ont pour thème l'Algérie, et elles ont pour thème l'épisode de l'indépendance de l'Algérie. Elles datent à peu près de la même époque, l'une est de 58, l'autre est de 62. Et dans les deux documents, on voit le peuple algérien sous la forme d'une foule uniforme. Donc, on retrouve bien ici le nous du poème. On voit aussi l'importance du drapeau qui apparaît à de multiples reprises dans le texte. Et puis enfin, on peut signaler quand même que les deux documents ont le même registre lyrique, c'est-à-dire qu'ils exhalent tous des sentiments. Très peu de personnes m'ont dit que le poème était plus lyrique que la photo. Dans l'ensemble, vous êtes majoritairement allés dans le sens que la photo était plus lyrique parce qu'elle vous parlait plus immédiatement. Voilà pour cette correction. En ce qui concerne la dictée et la réécriture, donc concernant la réécriture pour commencer, ouais.
concernant la réécriture. Donc en fait, il fallait réécrire le passage en remplaçant algérien au pluriel par algérien au singulier. Donc je vous affiche immédiatement la correction avec, vous voyez en gras, les mots qu'il fallait modifier. Donc algérien passait au singulier, accepte. La difficulté était de se souvenir que les verbes du premier groupe à l'impératif et à la deuxième personne du singulier ne prennent pas de S. Donc accepte ici, c'était E. Accepte le plus royal des dons ce langage. Je vous rappelle qu'en français, langage c'est GA et c'est pas language en anglais où vous allez rajouter un U au milieu. Le plus doux, le plus limpide et le plus juste vêtement de l'esprit. Là c'était de la simple copie. Mais on lui a pris la patrie de son père, puisqu'on était passé au singulier. On ne l'a pas reçu à la table de la France. Un certain nombre d'entre vous ont oublié de corriger le reçu aussi. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 modifications. Je vous signale quand même que dans mon immense générosité, j'ai noté ça sur 10. Donc dans l'absolu, même si vous faisiez les 6 trucs faux, vous aviez quand même 4 à condition d'avoir recopié correctement. On ne dira pas que je ne suis pas généreuse quand même. Alors, en ce qui concerne la dictée, je suis partie avec les tracts. Donc, on avait effectivement un personnage qui était un personnage masculin. Je ne suis pas persuadée de vous l'avoir dit, mais en tout cas, c'était là. Et là, en fait, j'attire votre attention sur un petit point, c'est qu'il y en a sans doute parmi vous qui sont allés et qui ont regardé, qui m'ont recopié gentiment la correction de la dictée qu'ils avaient dû trouver quelque part. Et là, vous avez remarqué qu'en fait, il manque un mot. C'est-à-dire que ici, c'est non pas « je n'ai pas dicté, je les ai enterrés dans la rivière », j'ai dicté « je les ai enterrés dans la rivière ». Donc, évidemment qu'il me fallait ce petit « AI » ici. Donc, hormis ça, je reviens sur la dictée. J'ai tracé sur le sable un plan. Voilà, un plan de manifestation future, c'était tout au singulier. Je rappelle qu'une manifestation, c'est féminin, donc futur, prenez un E. Qu'on me donne cette rivière et je me battrai. On est ici dans le futur, donc la terminaison du futur, c'est, rappelez-vous, c'est AI. Il le répète, je me battrai avec du sable, avec de l'eau, je me battrai. Donc ici, c'était 3 fois battrai AI. Avec la réforme de l'orthographe de 1990, vous savez que l'accent circonflexe n'est plus obligatoire. Donc que vous ayez écrit fraîche avec un point ou avec un accent circonflexe, c'était juste. J'étais décidée, je voyais donc loin, très loin. Là, j'ai pas de souvenir d'avoir une difficulté. Je voyais un paysan arc-bouté comme une catapulte. Donc le mot, logiquement, prend un tiret. Étant donné que les fautes de ponctuation, il en faut 4 pour que ça vous enlève des points, si vous avez oublié le tiret, ça ne vous a pas enlevé de faute. Je l'appelais, mais il ne vint pas. Là, on a une concordance des temps. Ici, vous avez visiblement un passé simple. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais il y a toutes les chances qu'ici, ça soit aussi un passé simple. C'est logique. Donc, si vous hésitez, remplacez par un verbe du 3e groupe. Et vous verrez bien qu'on entend du passé simple et qu'on n'entend pas de l'imparfait. Donc ici, c'était du passé simple. Comme ici, comme ici. En revanche, après, on repasse à l'imparfait. J'étais en guerre, je divertissais le paysan, je voulais qu'il oublie sa faim, je faisais, et je bombardais. Là, on est dans de l'imparfait pour tout le reste du temps. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'aurais à vous signaler concernant cette dictée et les fautes que vous avez pu faire. Donc je vous invite à regarder votre texte, à comparer avec la correction et à revenir vers moi si vous avez des questions.